responsable, voilà, très bien. Je vois la présentation partie 3. Responsable du réseau, donc les autoroutes électriques, on va dire, sur le territoire métropolitain et continental. Et on est aussi désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous à Sophia Antipolis, mais on espère que la présentation sera quand même compréhensible à distance. Donc c'est une présentation qu'on vous propose donc à deux voix, donc Lucie et moi, et on ferait donc deux parties. Je commencerai par vous présenter l'introduction, c'est-à-dire poser un petit peu le tableau général dans le cadre on inscrit nos études de prospective et notamment en termes d'électrification des usages. Et puis donc dans un deuxième temps, Lucie pourra vous présenter disons les facteurs de réussite qu'on a identifiés concernant la question de la gestion de l'équilibre offre-demande, et on parlera beaucoup de flexibilité, puisque c'est un sujet qui devient vraiment très prégnant, avec une question particulièrement importante qui concerne la flexibilité des électrolyseurs, puisqu'on voit un développement très fort de l'hydrogène électrolytique dans les années à venir. Donc peut-être on peut faire défiler le premier slide. Pardon, on a un petit souci, on n'a toujours pas les slides disponibles. Et de votre côté, je vais essayer un truc. Si de votre côté, vous arrivez à les partager. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Oui, Ben là, je vois quelque chose, ouais. Nous, on voit pas. Oui, c'est ça. Oui, mais nous, on n'a pas l'écran. Alors. Vous l'avez pas? C'est curieux. Ça arrive. On voit la première slide, non? Vous la voyez pas? Elles arrivent apparemment. Est-ce que ça arrive? Ouais, ok, il y a peut-être un petit délai. Ah, c'est bon. C'est bon? Ok. C'est parfait. Bon, merci. Désolé, on a pris 2 minutes de retard. On va essayer d'être précis et synthétique pour rattraper le chrono. Alors, en fait, donc, juste effectivement pour dire, quand on se pose la question de l'avenir des énergies fossiles, et donc plus généralement du système énergétique, en fait, évidemment, l'électrification arrive tout de suite dans les premiers sujets à traiter. Donc, quand on parle d'électrification, donc c'est une substitution des énergies fossiles par de l'électricité. Et puis, donc, on va parler d'électrification soit directe, où là, on va passer d'un usage fossile à un procédé électrique, soit indirect via justement l'hydrogène. Et je pense que vous l'avez déjà abordé au cours de la matinée. Et donc, la question se pose quelle est la capacité finalement du système électrique à encaisser ce report massif des énergies fossiles vers l'électricité, sachant que, comme on l'a vu aussi ce matin, c'est un chemin qui est long, qui va prendre du temps, mais donc focalisé sur les différents horizons. Et donc c'est pour ça que RTE, de même que l'AIE ou Total Energy, réalise donc des études de prospective. Et donc se base sur des scénarios pour pouvoir faire ces analyses en fait à différents horizons de temps sur la transformation du système électrique. Et donc là aujourd'hui on va vous parler du dernier exercice de prospective que RTE a fait et qui a fait l'objet d'une publication fin 2023, qui a été complétée par la publication de volets détaillés
tout au long de cette année aussi encore, notamment par exemple un chapitre sur l'hydrogène, vraiment dédié à l'hydrogène qui est sorti en juillet de cette année. Donc dans le cadre du bilan prévisionnel 2023, on a essayé de mener nos analyses. Et pour vous donner donc le cadre un peu général, bien comprendre de quoi on parle. Donc en fait, comme l'avait expliqué au début de la journée Nadia Maizi, on fait de la prospective et avec différents objectifs. Enfin, on essaie de couvrir un certain nombre de possibles. Et donc RTE a réalisé on va dire des scénarios de backcasting, la famille de scénario A qu'on voit sur le transparent, qui correspondent finalement à des scénarios normatifs où on respecte bien les engagements climatiques, y compris en intégrant le cadre du Fit for 55. Et à côté de ça, en fait, cet exercice qui est aussi une mission légale de RTE d'analyser l'équilibre offre-demande à moyen terme. À côté de ça, donc RTE a trouvé aussi pertinent de réaliser d'autres scénarios qui pourraient s'écarter évidemment de l'objectif normatif pour voir dans quelle mesure le système électrique pourrait bien se comporter dans ces contextes différents. Donc c'est ce qu'on a appelé les scénarios B d'atteinte partielle et puis des scénarios C de modélisation contrariée. Alors on va surtout parler du scénario A référence pour la suite, qui est le scénario normatif où voilà on essaye de construire une vision de ce que serait la demande électrique, la production électrique, et si on va dire tout se passe bien entre guillemets, et si on arrive à suivre la trajectoire proposée par les pouvoirs publics notamment. Donc sur le slide suivant, en fait, donc là ce qu'on voulait vous montrer, c'était un petit peu le détail sur l'électrification, hein, puisque c'est dans le titre un peu de notre présentation, l'électrification des usages. Alors ces travaux, je sais plus si ça a été dit ce matin, en fait, ces analyses moyen terme reposent sur des modèles où on essaie de décrire très finement finalement toutes les consommations, les parcs de véhicules, les parcs de logements, etc. Évidemment, donc on fait un certain nombre d'hypothèses macroéconomiques sur la démographie, sur les progrès en termes d'efficacité énergétique et sur la sobriété pour pouvoir donc essayer de voir comment évoluent nos paramètres d'entrée de ces modèles et tout ça en restant dans le cadre normatif dont je vous ai parlé. Et donc, si on résume la situation, en fait, finalement, au global, donc cet effet d'électrification conduit à une hausse de la consommation d'électricité. Alors, il y a des facteurs qui sont baissiers, l'efficacité énergétique, notamment la sobriété, voilà. Mais si on cumule finalement tous les facteurs, tous ces déterminants, on arrive à une hausse qui est surtout, et justement, donc c'est aussi lié au sujet d'aujourd'hui, qui est surtout lié finalement à une hausse de la demande d'électricité pour deux secteurs, pour le secteur des transports et pour l'industrie. Alors, il se passe des choses aussi du côté des data centers, hein, ça c'est clair, dans le tertiaire. Une hausse de la demande, je crois que ça a été mentionné aussi dans la dernière table ronde. Les élévations, les augmentations importantes en térawattheure, voilà, donc vous les voyez écrits un petit, mais on voit donc sur le transport lié à l'électrification de la flotte de véhicules particuliers essentiellement, mais pas que. Il y a aussi le développement de carburants de synthèse, justement, on parlait tout à l'heure de l'aérien, mais il y a donc ça se concrétise dans nos trajectoires et aussi pour le maritime dans une moindre mesure. Et puis l'industrie, donc avec des besoins d'électrification pour décarboner. Sur le slide suivant, je détaille un petit peu plus ce qu'il en est sur l'industrie. En fait, l'industrie, c'est un secteur qui est très divers, c'est un composite.
Mais on peut dire globalement, l'électrification, ça concerne tous les secteurs. Par contre, c'est clair qu'aujourd'hui, tous les procédés ne sont pas électrifiables. Disons, on n'a pas des technologies suffisamment matures pour pouvoir électrifier d'ici 2030 ou 2040 l'énergie consommée dans le secteur industriel et même au-delà. C'est pour ça qu'on se pose aussi la question du bouclage, y compris à 2050. Alors, l'électricité, ça reste quand même un pilier, un des piliers principaux des feuilles de route de décarbonation des industriels français, avec l'hydrogène, l'électrification indirecte, l'efficacité énergétique, la biomasse, le recours à la biomasse et puis le CCS. Donc l'électrification, donc je voulais donner quelques chiffres, mais effectivement, donc pour nous, c'est une hausse d'environ 20 TWh sur une quinzaine d'années. Donc là, je ne parle pas de l'électricité qui est utilisée pour produire de l'hydrogène. Et donc, on anticipe de ce point de vue-là une hausse significative des consommations. Et pour vous dire aussi par rapport à ce qui a été dit ce matin sur les 50 sites les plus gros émetteurs de CO2, aujourd'hui il y en a 38 qui sont raccordés au réseau de transport. Et on pourrait dire aussi que le phénomène de décarbonation de l'industrie va conduire à ce qu'il y ait un certain nombre de reports de clients industriels du réseau de distribution vers le réseau de transport. Alors après, on détaille un petit peu sur l'hydrogène, puisque l'hydrogène, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus. Hein, c'est des trajectoires qui sont très difficiles à construire. Et on voit bien quand on regarde les études, on fait un benchmark un petit peu d'un certain nombre d'études sur le sujet. La fourchette est assez large. Voilà. À RTE, on a essayé de s'inscrire un petit peu dans un consensus permettant, voilà, d'atteindre quand même donc dans cette famille de scénarios en tout cas les objectifs climatiques et notamment donc il y a un certain nombre d'objectifs sectoriels qui sont proposés, enfin imposés, on va dire plutôt, notamment au niveau européen avec les directives FuelEU Maritime et ReFuelEU Aviation, et la personne d'Air France en a aussi parlé. Voilà, donc ça, en fait, cette production d'hydrogène, donc finalement, on peut la décomposer en deux blocs. Donc il y a de l'hydrogène pour pouvoir après derrière produire les carburants de synthèse, soit pour le maritime, soit pour l'aérien. Et puis l'hydrogène qui permet de décarboner l'hydrogène industriel, c'est quand même le premier usage valable, on pourrait dire, qui se présente. Et puis aussi dans une moindre mesure, a priori, on a des volumes relativement limités quand même, en tout cas aujourd'hui dans nos trajectoires, pour la partie transport routier et ferroviaire. Donc là, vous voyez les chiffres, ça donne des ordres de grandeur aussi assez importants, et avec une inflexion à partir de 2030, le temps que la filière puisse se mettre en place, mais qui donnerait des niveaux de plus de 60 TWh de consommation à l'horizon 2035. Voilà. Et pour finir ce tableau général, donc la conclusion aujourd'hui, enfin la conclusion du bilan prévisionnel, je donne déjà un petit peu le résultat, c'est que on pense que voilà, aujourd'hui la France, les simulations qu'on peut faire sur l'équilibre offre-demande montrent que la France peut gérer justement cette hausse de consommation, mais un message important de RTE, c'est de dire que justement cet équilibre, on peut le maintenir, mais tous les leviers sont nécessaires, et parfois certains leviers sont mis les uns contre les autres, mis en opposition. Et voilà, donc à RTE, on pense qu'il faut vraiment intégrer que donc effectivement ce chemin est compliqué, et que donc il faut actionner tous les leviers. Donc quand je dis tous les leviers, on pense essentiellement donc à quatre points. Donc côté demande, c'est l'efficacité énergétique et la sobriété.
Et donc, on a essayé dans cette étude du bilan prévisionnel de quantifier un peu les choses. Et puis, côté production, c'est maintenir un rythme de développement des renouvelables élevé. Et puis, concernant le nucléaire, à l'horizon 2035, on n'est pas encore sur les nouvelles centrales nucléaires, mais c'est donc restaurer un productible nucléaire aussi élevé, donc avec un taux de disponibilité qui reviendrait à des niveaux pré-Covid. Voilà, j'étais peut-être un peu long, j'espère que on a encore le temps. Donc là, Lucie va vous présenter un petit peu aussi donc comment l'analyse de l'équilibre offre-demande se fait précisément. Comment ça fait bien. Ça fait ou pas? Non, on vous entend pas super bien. Comment? Il nous reste 5 minutes pour la présentation, simplement. Essayez de parler pour voir. Et là, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est bon là. Je n'entends pas la scène, mais c'est pas grave. Du coup, je vais parler dans le... Désolée pour ça. Ok. Du coup, il reste 5 minutes, donc je vais essayer d'aller très très vite. Donc en fait, nous, on s'est intéressé à 2 grands enjeux. C'est de vérifier à l'horizon 2030 qu'on a suffisamment de flexibilité, donc moyens de production, stockage ou flexibilité de la demande pour couvrir la hausse de la consommation et d'une part assurer la sécurité d'approvisionnement du système électrique, donc respecter le critère réglementaire de sécurité d'approvisionnement et aussi vérifier qu'on a un fonctionnement optimal du système électrique d'un point de vue économique et environnemental. Donc les grandes conclusions du bilan prévisionnel, c'était qu'à l'horizon 2030, si on reste sur le niveau de flexibilité qu'on a aujourd'hui, en 2023, on n'est pas capable d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande à l'horizon 2030. Et il nous manque l'équivalent de 10 gigawatts de puissance parfaite, donc de capacité qui fonctionnerait en bande pour assurer cet équilibre offre-demande. Donc il y a un enjeu à développer des nouvelles flexibilités. Et un premier levier pour nous, c'est le développement de la flexibilité de la demande. Donc en fait, la flexibilité de la demande, c'est soit être capable d'effacer sa consommation ponctuellement quand il y a de la tension sur le système électrique, ou aussi déplacer de la consommation, donc des heures de tension vers le milieu de journée. Et donc déjà, en mobilisant l'ensemble des leviers, en développant la flexibilité de la demande, on est capable de réduire les besoins de marge du système électrique de 5 gigawatts. Donc, c'est un enjeu très important. Et en fait, tout l'enjeu, c'est vraiment essayer de limiter la consommation au maximum lors des périodes de pointe, donc entre 7h, 10h et 18h, 20h, qui sont vraiment les périodes où il y a le plus de risques de tension sur le système électrique, et essayer de mettre un maximum de consommation en milieu de journée lorsqu'on a une production bas carbone, notamment photovoltaïque, abondante. Donc pour développer les flexibilités de la demande, côté RTE, du coup, on identifie deux leviers. Déjà, c'est de s'assurer en fait qu'on dispose de tous les équipements qui permettent de piloter la demande. Donc par exemple des GTB ou bien des bornes de recharge pour le pilotage des véhicules électriques. Donc là, en fait, il y a vraiment tout un enjeu. On parle de plan de passage à l'échelle sur les flexibilités de la demande. Et RTE est vraiment en discussion avec les différentes parties prenantes pour essayer de monitorer un peu et de suivre, est-ce que dans le tertiaire, est-ce que pour les véhicules électriques, etc., est-ce qu'on arrive bien à suivre le développement comme il faut de ces équipements connectés qui permettent le pilotage de la demande. Et après, le deuxième enjeu, en fait, c'est plutôt au niveau des plages tarifaires. Donc, en fait, l'idée, là, c'est d'être sûr qu'on a un modèle économique qui permet d'inciter à placer la consommation au bon moment. Donc, par exemple, ça passe par une redéfinition des plages de type heure pleine, heure creuse, avec un enjeu aujourd'hui à avoir, par exemple, des heures creuses qui... donc, aujourd'hui, c'est plutôt la nuit, mais là, avoir des nouvelles heures creuses qui seraient plutôt en milieu de journée, lorsqu'on a, du coup, de la production bas carbone accessible et pas chère.
et du coup avoir la possibilité que, par exemple, le déclenchement de la recharge des véhicules électriques ou le pilotage de l'eau chaude sanitaire, c'est ce qui est représenté ici, du coup s'active plutôt en milieu de journée, et ce qui permet du coup de limiter la consommation lors des pointes. Donc c'est vraiment un enjeu, ça, à la fois de sécurité d'approvisionnement pour limiter la consommation lors des pointes de tension et surtout et permettre en fait aux clients de bénéficier d'une énergie pas chère, et ça a aussi un impact du coup sur les émissions de CO2 du système électrique. Donc ça, c'est vraiment les gros enjeux sur la flexibilité de la demande. Le dernier, c'est aussi sur l'électrolyse. Donc, on parle donc de développement de l'électrolyse avec des volumes assez importants. Nous, du point de vue du fonctionnement du système électrique, il y a un vrai enjeu à ce que les électrolyseurs puissent quand même fonctionner de manière flexible. Donc, ce qu'on appelle flexible, c'est soit être capable ponctuellement de s'effacer, donc pareil sur les périodes de tension. Donc là, ça voudrait dire des sites qui sont capables d'avoir soit des stockages sur site pour basculer sur du stockage, ou bien avoir un système de backup sur site, ou bien d'avoir des modes en fait plus flexibles qui là s'adaptent sur critères économiques. Donc on produit de l'hydrogène quand l'électricité n'est pas chère. Donc ça évite. Ça permet d'éviter l'installation de 2 gigawatts de capacité de pointe supplémentaire à l'horizon 2030. Donc nous, dans notre bilan prévisionnel, on considère que 70% des électrolyseurs pourraient avoir un mode flexible à l'horizon 2030. Et donc ça, c'était sur la première partie. Donc j'ai dit les flexibilités de la demande, ça nous permettrait du coup de combler les 10 gigawatts de besoin de marge à 5, mais donc il reste encore 5 gigawatts de besoin de marge à l'horizon 2030 pour couvrir la hausse de la consommation. Là, on a plusieurs solutions. Il y a déjà, soit on arrive à mettre en place des gestes de sobriété encore plus importants que ce qu'on a considéré dans le bilan prévisionnel, ou bien on arrive à rétablir une disponibilité du parc nucléaire autour de 55 gigawatts en janvier, et dans ce cas, on n'a pas de besoin de moyens supplémentaires. Mais sinon, on est obligé du coup de faire appel à la construction de nouveaux moyens. Donc, dans le bilan prévisionnel, on considère ce qu'on appelle un bouquet de flexibilité de référence, qui est en gros un bouquet qui s'appuie sur différents moyens de manière équilibrée, on va dire, avec le développement de 3 gigawatts de moyens thermiques additionnels, qui sont par exemple la conversion des dernières centrales charbon à des combustibles décarbonés, et l'ajout aussi de 6 gigawatts de batteries complémentaires. Donc ça est vraiment les grandes conclusions sur la partie analyse de la sécurité d'approvisionnement. Et du coup, juste très rapidement, comme je pense que j'ai déjà dépassé les 5 minutes, après, il y avait un peu un enjeu aussi qui était discuté sur l'impact pour le réseau électrique du coup de l'électrification des usages. Donc là, c'est pas des choses qu'on a travaillé nous en interne, mais du coup, il y a le schéma décennal de transformation du réseau qui est en cours de rédaction à RTE et qui sera publié en décembre. Qui là justement va définir en fait c'est quoi les enjeux pour le réseau de transport de l'électrification, avec ces 4 enjeux principaux. Donc vérifier qu'on arrive bien à raccorder les nouvelles installations bas carbone, notamment les parcs offshore, les nouveaux consommateurs, l'industrie, les data centers, et s'assurer aussi de la résilience du réseau au changement climatique. Et donc si on s'intéresse à la partie qui nous intéresse ici, donc sur l'industrie, ce qu'on peut voir en tout cas, c'est qu'on voit bien une très forte augmentation des demandes de raccordement depuis 2022. Donc, ça confirme la dynamique avec le fait qu'il y a de plus en plus de demandes de raccordement côté consommateur. Et donc, notamment pour l'industrie, RTE a identifié 8 zones prioritaires où il y a des fortes dynamiques de raccordement, et où là, du coup, des procédures sont vraiment lancées pour faciliter le cadre législatif et permettre le raccordement de ces nouveaux industriels entre 2026 et 2029, pour que le réseau électrique ne soit pas un frein au projet de décarbonation de ces zones. Voilà. Désolée, c'est très particulier. Du coup, je ne vous entends pas. J'ai essayé de faire en 5 minutes. Je vais rebrancher juste le micro pour essayer de je vous entends. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a une ou deux questions? Une. On me fait signe pour une. Ou dans le chat. On n'en a toujours pas eu de questions du chat. Riff.
Merci. Thomas Janin, je travaille à la DGE. J'avais une question éventuellement sur les prévisions de volatilité des prix sur le réseau électrique. Est-ce que vous publiez des choses qui permettent aux gens qui porteraient des projets qui sont susceptibles d'apporter des flexibilités, de mieux comprendre combien ça va leur apporter et de faciliter les décisions d'investissement dans ce domaine? Je ne sais pas qui m'a entendu. Oui. Vous m'entendez du coup? C'est bon? Oui. Ah. Alors j'avoue, sur la question des prix, je pense pas qu'on ait publié plus que ce qu'il y a déjà dans le bilan prévisionnel, mais c'est un vrai sujet en fait au niveau des flexibilités, notamment sur aussi l'aspect, par exemple, batterie, sur quel marché se placer. Donc là, j'ai pas vraiment d'infos supplémentaires, mais je sais que c'est des travaux en cours et je pense qu'il y aura une envie de publier sur ces sujets-là peut-être prochainement, mais pas à date. Oui, moi j'ai une question, Joseph Deniol du Master Rose du coup, sur les écarts de prix de raccordement entre les différents sites sur la dernière slide que vous avez montré. Je crois que sur le site de Dunkerque, on était à 45, j'ai plus l'ordre de grandeur, kilo-euros par mégawatt, quelque chose comme ça. Et sur Fos, on est plus vers 105 euros, 100 euros par kilo-euro par mégawatt. Qu'est-ce qui explique de tels écarts? Et est-ce que c'est les capacités de production à côté ou les lignes de tension sur le réseau, etc.? Alors là, je suis désolée, mais alors, comme je disais, en fait, la partie SDDR, c'est vraiment des slides que j'ai récupérés, mais je n'ai pas du tout travaillé sur le sujet, donc je ne vais pas du tout être en mesure de répondre à ces questions. Ok. Non, mais enfin, effectivement, je pense qu'on peut dire, c'est pareil, c'est d'autres équipes à RTE qui travaillent sur ces questions de calcul de coûts de raccordement. Mais effectivement, on voit que les situations sont très diverses d'un endroit à l'autre. L'intérêt des zones mutualisées, c'est de proposer une façon de calculer les coûts de raccordement un peu différente je dirais de ce qui est fait normalement, hein, du point de vue de la loi, où on a plus un principe du premier arrivé, premier servi. Et là, donc, sur les zones de mutualisation, on essaye de faire des analyses un peu plus globales sur l'ensemble des acteurs d'une zone. Et après, effectivement, selon la distance au poste, le besoin de construire un nouveau poste ou pas, voilà, il y a tous ces facteurs-là qui vont jouer sur les coûts. Et au final, certaines zones sont mieux loties que d'autres. Ok, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à vous. Désolée un peu pour les problématiques techniques. Bonne continuation. Merci à vous aussi.